C'est bon. Très bien, merci, chers collègues. Alors, nous avons entendu en début d'après-midi des spécialistes des probabilités qui nous ont décrit... oui, c'était ardu. Peut-être pas autant que vous. Hein. Mais bon, ils nous ont décrit des méthodes de la modélisation du risque et les limites de cette modélisation. La présente audition vient à point nommé puisqu'elle nous amène à l'inverse sur le terrain de l'improbabologie, de l'imaginaire et de la disruption. Ce terrain, c'est celui de la Red Team, dont Monsieur Emmanuel Chiva, directeur de l'Agence de l'innovation de défense, va nous présenter les travaux. Nous vous remercions de votre venue, ainsi que de celle de Madame Mathilde Herman, responsable des relations institutionnelles de l'AID. Je vous propose donc de commencer par un propos liminaire d'une dizaine de minutes, et ensuite on vous passera au feu des questions des parlementaires. Très bien, Monsieur le Président, avec plaisir. Donc moi, j'ai effectivement prévu de faire un certain nombre de références à la Red Team. Auparavant, il ne me semblait pas totalement inutile de peut-être rappeler où en était l'agence et quelles étaient ses missions, puisque cette nouvelle manière de faire de la prospective s'ancre véritablement dans la mission de l'agence. Donc, pour rappel, l'agence a été créée en 2018. Elle avait été annoncée par la ministre en mars 2018, créée en septembre 2018, ce qui donc est une création assez rapide. Elle compte aujourd'hui à peu près 130 personnes de tous horizons. Et cette pluridisciplinarité que l'on va retrouver d'ailleurs dans le fonctionnement de la Red Team me semble particulièrement intéressante, puisqu'on a à la fois des ingénieurs civils, des ingénieurs militaires, des officiers des différentes armes, ainsi que des personnalités extérieures de la société civile, chercheurs, entrepreneurs, industriels qui nous ont rejoints. Tout ceci pour cette mission globale qui est l'orientation de l'innovation de défense et puis la détection d'un certain nombre de tendances au sein de l'écosystème de l'innovation civile. Et donc je rappelle le budget sur la loi de programmation militaire qui est passé justement de 750 millions d'euros en 2019 à 1 milliard d'euros en 2022, et nous tiendrons cette trajectoire, à la fois pour impulser une nouvelle dynamique en termes d'innovation de défense, mais également, et c'est ce qui nous amènera tout à l'heure à parler de la Red Team, pour trouver de nouveaux moyens de soutien à l'innovation de défense. C'est-à-dire que ce n'est pas uniquement homothétique par rapport à ce qu'on avait fait, puisqu'on est dans la journée des mathématiques, j'ai cru comprendre. Donc ce n'est pas uniquement une homothétie par rapport à la LPM précédente, il s'agit véritablement d'utiliser ce nouvel effort budgétaire pour pouvoir trouver de nouveaux modes de soutien à l'innovation. Évidemment, je vais rester là sur l'agence. Vous avez le document de référence d'orientation de l'innovation de défense, donc on appelle le DROID, qui est paru à l'été. Je rappelle que ce document présente les différentes orientations ainsi que le bilan de l'agence. Il est remis à jour tous les ans avec une mise à jour mineure cette année et une mise à jour majeure l'an prochain. Donc on fait ça en alternance pour pouvoir avoir une dynamique constante. Alors j'ai cru comprendre dans le sujet de cette audition qu'on parlait de résilience nationale. Et effectivement, après les 2 années que nous venons de vivre, sans doute les plus difficiles de notre histoire récente, il nous a semblé important de pouvoir en parler et de montrer que nous avons au moins essayé de transformer cet écueil en opportunité. Et donc, pour ce faire, gagner en agilité, gagner en adaptation, et bien en adaptabilité et bien sûr en résilience. Et donc, vous avez sans doute vu que dès les premiers instants de la crise sanitaire, qui est vraiment un scénario digne de ceux que les auteurs de la Red Team auraient pu imaginer. D'ailleurs, qui fait appel à certains nombre de scénarios qui ont été faits dans l'histoire récente de la science-fiction. Eh bien, dès les premiers instants, on a essayé de mettre nos forces vives à disposition pour participer à la résilience du pays. Et je pense que l'action la plus emblématique a été l'appel à projet que nous avons lancé en mars 2020, ou en avril, ça devait être en avril, sur 3 semaines, où nous avons recueilli plus de 2580 propositions de projets, ce qui nous a un petit peu surpris, je ne vous le cache pas, que nous avons traité en 3 semaines, que nous avons financé en moins d'un mois et demi, pour un montant total de 10 millions d'euros et de 36 projets. Et aujourd'hui, d'ailleurs, si vous voyez des tests antigéniques ou de la PCR rapide, c'est bien le ministère des Armées qui a permis de dérisquer ces technologies et de les passer à l'échelle, notamment en les faisant valider par la Haute Autorité de Santé.
Donc cette crise, ça a été l'occasion d'inventer de nouveaux processus, notamment la contractualisation rapide, et donc la résilience à la crise, mais également de mettre en place des processus agiles, des processus créatifs et de nous réinventer pour préparer la résilience du futur, et ceci à court, ce qu'on a vu, à moyen et à long terme. Et donc, d'où cette expérimentation, puisque je rappelle qu'il s'agit d'une expérimentation qu'est la Red Team. On voit bien que depuis une trentaine d'années, les crises se succèdent et qui font désormais partie de notre quotidien. Montée en puissance du terrorisme, crise sanitaire, crise des subprimes, on l'oublie mais elle existe encore, crise géopolitique, économique, tout ceci qui déstabilise l'équilibre national et international. Et donc, comme ces crises s'imposent à nous, nous avons, nous, au sein du ministère, et en particulier au sein de l'agence, l'obligation de nous y préparer. Et donc, nous ne sommes pas uniquement mobilisés pour imaginer l'armée de demain. Alors, pour nous, l'armée de demain, c'est ce qu'on appelle l'horizon capacitaire. Notre prochain porte-avions, il sera mis à l'eau en 2030. Donc, on a déjà eu un devoir de se projeter en 2030. Mais imaginez le contexte dans lequel devra agir l'armée après-demain. Et c'est donc là toute la mission de la Red Team. Donc je rappelle que cette Red Team est composée d'une dizaine d'auteurs de science-fiction, de scénaristes, de dessinateurs, assistés par d'autres équipes, par exemple d'experts scientifiques, en ayant pour but d'imaginer les menaces pouvant directement mettre en danger la France et ses intérêts dans le futur. Donc c'est une initiative qui a été décidée, que j'ai portée depuis la création de l'agence, qui a été décidée à l'été 2019 par l'agence avec l'état-major des armées, avec la DGA et avec la Direction générale des relations internationales et de la stratégie, la DGRIS. Et cette équipe Red Team a été lancée et a présenté ses premiers travaux précurseurs pour la première fois le 4 décembre lors du Forum Innovation Défense en virtuel, et plus récemment ceux de la saison 1, puisqu'il y a une saison 0 qui était une saison plutôt de démonstration des travaux vis-à-vis du grand public. La saison 1 était une véritable saison de travail, et donc ces travaux ont fait l'objet d'une présentation, une restitution en juillet 2021. Donc je rappelle l'objectif, c'est bien de nourrir des réflexions stratégiques, opérationnelles, technologiques, organisationnelles de la société, et donc des armées, à l'horizon 2060, et puis ensuite de revenir en 2030 en se disant finalement, si cette société qui n'est pas forcément utopique est bien celle auquel les auteurs ont pensé, qu'est-ce que ça signifie pour notre horizon capacitaire, et partant, est-ce qu'aujourd'hui nous avons la possibilité ou pas de lancer des études, de lancer des projets qui nous permettent de prévenir la surprise stratégique et de répondre à des menaces que nous n'aurions pas anticipées. Donc, c'est une approche qui est bien évidemment complémentaire des approches traditionnelles ou actuelles en termes de prospective, qui, je le trouve, est intéressante dans la mesure où elle va confronter la recherche scientifique, les arts, la science-fiction, la science, au savoir militaire. Et quand je parle des savoirs militaires, nous avons également, et on pourra détailler le fonctionnement, une Blue Team en face de la Red Team. Cette Blue Team, je ferai une petite insiste sur le nom d'ailleurs, cette Blue Team, elle est composée de membres de l'état-major des armées, de la DGRIS et de la DGA. Elle se réunit d'ailleurs tout à l'heure, juste après cette audition. Et c'est elle qui, j'allais dire pilote, mais est en interface constante avec la Red Team, avec le but de ne pas la contrôler, de ne pas la censurer, mais néanmoins de pouvoir les orienter sur des sujets plus d'intérêt et d'éviter que les réflexions de la Red Team soient des réflexions hors sol. Comme j'avais été interpellé sur ce point, notamment dans la presse, je rappelle que le terme Red Team est un terme historique et qui est un nom d'usage qui tire ses origines de la guerre froide, où le Pentagone avait une cellule de réflexion qui imaginait comme l'adversaire étant la Russie, c'était une étoile rouge qui formait l'insigne de la Red Team. Et donc c'est bien l'esprit qu'on a. Ce qu'on demande à la Red Team, c'est de nous faire peur, c'est d'empêcher nos prospectivistes, nos experts, l'état-major de dormir en imaginant des menaces auxquelles on ne serait pas préparé. Donc voilà ce que je voulais dire sur cette Red Team. Je pense que ce secteur de la défense, dans toutes ses composantes, qui inclut d'ailleurs la base industrielle et technologique de défense, qui n'est pas décorrélée de ses travaux, et on dialogue avec eux, puisque ce sont eux qui vont développer les technologies de demain et d'après-demain, doit être capable d'anticiper, de se préparer à la crise. Et c'est en cela que la Red Team nous offre une autre grille de lecture
en nous permettant de voir au-delà de l'imaginable. Voilà, donc voilà pour ces quelques propos préliminaires, et bien évidemment, je suis là pour répondre à toutes vos questions, en espérant avoir été clair. Merci, Monsieur Chiva. Votre micro, s'il vous plaît. Très bien, donc on est plongé dans un monde dystopique. Monsieur le rapporteur. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Directeur, pour ce propos introductif. Alors, vous l'avez compris, là, dans le cadre de cette mission Résilience nationale, on essaie d'imaginer aussi ce qui pourrait se passer de pire pour le pays, pour essayer de voir s'il est bien préparé et éventuellement, si nécessaire, de faire des propositions sur les leviers qu'on peut actionner pour, j'allais dire, renforcer la résilience nationale, à la lumière notamment de ce qu'on a vécu pendant ces 2 ans, qui étaient totalement inimaginables il y a 2 ans. Et je pense que c'est ça la première vertu, me semble-t-il, de la Red Team, c'est l'anticipation pour se préparer pour prévenir la surprise stratégique, puisque je crois qu'un des premiers défauts qu'on pourrait avoir, qui pourrait toucher notre résilience nationale, c'est notre incapacité de penser la catastrophe. Parce que je pense qu'en tant qu'humain, on a des biais psychologiques qui font qu'on a du mal à se projeter vers quelque chose de difficile, parce qu'on ne souhaite pas ça. Et je pense qu'un des leviers de notre résilience, c'est déjà de penser la catastrophe pour la prévenir et se préparer au pire si toutefois elle arrive. Donc on est très intéressé par la méthode de la Red Team pour voir comment ça fonctionne et j'allais dire comment on peut peut-être extrapoler cette méthode à d'autres champs ministériels. Mais au-delà de l'anticipation, ce que je trouve également très intéressant sur l'idée d'une manière un peu plus large, c'est la capacité de la résilience qui repose aussi sur une capacité de reconfiguration. Puisque malheureusement, effectivement, on n'est pas toujours capable d'anticiper, la catastrophe peut arriver, et la résilience repose aussi sur notre capacité à se reconfigurer pour faire face. Et c'est en cela où elle se distingue de la robustesse, qui est la capacité à résister sans bouger. La résilience, c'est aussi se reconfigurer. Et je crois que ce qu'a fait l'AID pendant la crise sanitaire est vraiment un exemple majeur de la manière dont on peut se reconfigurer très rapidement au travers des projets que vous avez soutenus. Alors, moi, j'ai une première question qui est que finalement, la Red Team se prépare aux menaces, c'est-à-dire, si j'ai bien compris, à des acteurs étatiques ou non étatiques qui pourraient faire peser une menace de manière intentionnelle sur le territoire national. Comment vous appréhendez la question des risques? C'est-à-dire que, est-ce que plus globalement, vous traitez aussi la question d'événements qui pourraient se produire sur le territoire national sans qu'ils soient la conséquence d'une intentionnalité d'un partenaire stratégique? Alors tout à fait. En fait, j'ai l'habitude de citer, c'était un acteur de science-fiction qui était Asimov, qui disait que la science-fiction est la seule branche de la littérature qui se soucie des réponses de l'être humain au progrès de la science et de la technologie. Ça signifie qu'on utilise les auteurs de science-fiction pour imaginer un futur ou des futurs avec une thématique prégnante, mais qui ne sont pas forcément des futurs dans lesquels il y a une menace intentionnelle. Et je prends l'exemple, par exemple, de la saison 0, où nous avons parlé de la migration climatique, du fait que cette migration climatique pouvait générer un certain nombre de tensions et l'émergence de nouveaux acteurs, et donc il y a notamment un acteur qui s'appelle la P-Nation, donc qui est une nation pirate flottante constituée par agrégation de villes flottantes et de bidonvilles flottants, si j'ose dire. Là, il n'y a pas d'intentionnalité dans la menace. Il y a simplement, effectivement, une nouvelle situation géostratégique qui fait qu'il y a de nouveaux équilibres qui se créent, qu'il y a de ressources qui deviennent désirables pour d'autres et que, du coup, on peut imaginer une nouvelle conflictualité qui est liée à cette nouvelle situation. Dans la saison numéro 1 de la Red Team, même chose, vous avez un des 2 scénarios et je me permettrai de vous laisser, puisque je vous ai apporté un livre, alors c'est la partie non classifiée, on pourra revenir sur cet aspect-là, mais vous avez un livre qui a été fait avec les 2 scénarios qui ont été mis au grand public pour la Red Team. L'un des 2 scénarios imagine un futur dans lequel chaque individu a une bulle de service, donc une réalité augmentée par ce qu'il considère être important pour lui.
l'SFSphere, qui est on n'est pas très loin aujourd'hui, mais ça veut dire, donc je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de regarder ce scénario, mais il n'y a plus de réalité partagée, puisque chacun voit la réalité par le prisme de ses centres d'intérêt. Et donc effectivement, l'exemple que je donne, pas en public, mais ici je peux le donner, c'est un islamiste radical va sortir dans la rue et toutes les femmes seront voilées. Tout ceci entremêlé avec des services proposés aux individus nous permet de camper finalement un futur dans lequel on va voir ce qui se passe lorsqu'il y a un événement. Donc là aussi, il n'y a pas d'intentionnalité, mais nous, on a imaginé par exemple une crue centenniale couplée à un attentat qui nécessite simplement une opération militaire pour évacuer des ressortissants. Comment vous faites pour évacuer des ressortissants qui ne partagent pas le même réel ? Et donc là aussi, oui, c'est encore une fois la société, les conséquences d'un certain nombre de tendances qu'on va tirer jusqu'au bout. On va essayer, c'est un peu le but de cet exercice, c'est d'aller tirer le fil jusqu'au bout pour voir quelles conséquences ça peut avoir sur l'action militaire dans son ensemble, la sécurité dans son ensemble, même si on n'a pas un ennemi identifié et intentionnel. Excusez-moi, Monsieur Chia, je tiens à préciser que l'audition est publique, hein, donc voilà, je ne sais pas si vous avez la possibilité. Voilà. Non, on n'a pas été informé, mais c'est... Voilà, je vous le dis. Peut-être trop tard, mais... Moi, j'ai une question par rapport à ça. J'ai passé la parole à Monsieur Poupon. Mais avant, j'ai une question. Au-delà, bien sûr, de l'intérêt essentiel que ça constitue. Est-ce que c'est pas une vision... Est-ce que c'est pas... Il n'y a pas un facteur limitant, et peut-être que je me trompe même en posant la question, puisqu'en fait, ce sont généralement des auteurs ou des scientifiques franco-français, ou est-ce qu'on fait aussi appel à des visions extérieures provenant d'autres pays tiers qui pourraient aussi nous apporter notre regard en fonction de leur expérience de vie. On sait que le monde indien, par exemple, c'est un monde qui est un petit peu particulier à saisir ici en Occident. Par exemple, je dis cette question-là. Est-ce qu'on se nourrit également de ces expériences-là ? Alors, je pense que vous avez raison de dire que l'on s'en nourrit, puisque effectivement aujourd'hui l'ARETIM elle est composée d'auteurs qui sont plutôt français, même si nous avons un Belge, en l'occurrence François Scuiten, mais bon, c'est quand même très francophone et très, très proche de notre société. Il pourrait être extrêmement intéressant d'avoir des membres de l'ARETIM qui puissent contribuer et qui ne soient pas français. On l'a pas fait pour l'instant, tout simplement parce que c'est le début de l'expérimentation et qu'on voulait déjà voir en stabilisant cette première phase, savoir ce qui serait le résultat de cette expérimentation. En revanche, l'ARETIM, elle ne travaille pas toute seule. Elle travaille avec une Black Team, une Purple Team, enfin je vous passe les couleurs. On a tiré nous aussi la métaphore, vous voyez. Mais néanmoins, on a des comités consultatifs scientifiques, mais pas uniquement scientifiques dans le domaine de la technologie. Nous avons en particulier des experts qui peuvent nous apporter des éclairages géopolitiques, justement pour dire, vu des pays asiatiques ou vu des pays anglo-saxons, voilà ce que l'on pourrait imaginer. Aujourd'hui, ils ne font pas partie de l'équipe, mais ils font partie du projet. Et donc c'est en ce sens que je vous disais que cette RETIM se nourrissait d'un certain nombre d'autres expertises et s'enrichissait de ces expertises, même si les auteurs aujourd'hui, et vous avez raison de le souligner, sont plutôt francophones. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Directeur, moi j'avais une question pour rattacher donc justement ces travaux de prospective à nos sujets sur la résilience, qui signifie aussi de la résilience, j'ai envie de dire, d'aujourd'hui. Donc vraiment du temps présent. Et j'ai bien aimé votre exemple sur comment on se projette en 2060 pour essayer d'avoir des capacités, on va dire, en 2030, qui nécessitent en réalité un lancement d'études aujourd'hui. Mais justement, est-ce que vous pouvez être un peu plus concret, explicite, pour nous montrer comment vos travaux de prospective, j'ai envie de dire, la RETIM, la prospective de 2060, concerne l'AID de 2021 et donc la résilience du temps présent, et on pourrait même être encore plus explicite, comment les SFSphere, votre scénario, percole, j'ai envie de dire, et en dilution, propose des études aujourd'hui. Alors déjà, c'est pas l'agence qui va être en première ligne, ça va être la Blue Team. Alors je rappelle, la Blue Team, c'est quoi ? Ce sont les gens du ministère des Armées qui, eux, sont chargés d'être en réaction de ces scénarios. Ils ont un double rôle. Le rôle de pouvoir travailler un petit peu avec les auteurs pour
que les travaux ne soient pas des travaux qui soient hors sol, mais également imaginer donc ensuite avec l'ensemble de leurs collaborateurs les réponses que peut apporter le ministère des Armées aux menaces qui pourraient émerger suite aux travaux de la Red Team. Alors, d'autant plus que cette audition est publique, mais je ne pourrais pas répondre précisément à la question sur le sujet lui-même, puisqu'il est classifié. Mais ce que je peux vous dire dès aujourd'hui, c'est que suite aux travaux de cette première saison de la Red Team, nous lançons aujourd'hui une étude qui sera financée donc par l'agence en 2021, pour essayer de répondre à une thématique, une menace qui a été identifiée dans la partie classifiée des scénarios de la Red Team. Je rappelle d'ailleurs que la manière dont tout cela fonctionne, c'est que nous donnons, et d'ailleurs ça sera le cas aujourd'hui puisque nous lançons la saison 2, nous allons donner plusieurs thématiques, 4 thématiques aujourd'hui. Ce sont les armées, la DGA, la DGRIS qui vont devoir choisir entre ces 4 thématiques les 2 thématiques qu'elles souhaitent voir explorées par la Red Team aujourd'hui. Donc l'an dernier, je rappelle, c'était effectivement, je ne sais plus comment on l'appelait, mais il y avait l'asymétrie massive, voilà, et l'autre c'était un monde de l'heure, le sujet dont je parlais avec l'absence d'une réalité partagée. Nous allons avoir, et je ne peux pas vous en parler évidemment aujourd'hui, 4 thématiques qui vont être proposées. Dans quelques semaines, les armées, DGRS, DGA vont choisir 2 de ces thématiques-là. Les auteurs vont travailler sur ces thématiques, mais elles seront classifiées. Les auteurs eux-mêmes sont habilités. Ce qui aussi, d'ailleurs, répond un tout petit peu à la question de savoir pourquoi aujourd'hui il y a plutôt des Français et francophones dans cette équipe-là, même si on peut habiliter au-delà de nos frontières. Mais ils sont habilités, ils vont travailler de manière secrète sur ces thématiques. Une restitution à la ministre sera effectuée au printemps ou à l'été prochain, et c'est à cette occasion-là que la ministre décidera de déclassifier ou pas les scénarios. Ce qui signifie qu'aujourd'hui, il y a 2 scénarios pour la saison 1 qui sont des scénarios grand public, qui ont été dérivés des scénarios militaires, et 2 scénarios qui restent classifiés. Et c'est à cette occasion-là que l'on peut identifier les études, les projets, les actions concrètes que l'on peut lancer dès aujourd'hui en réponse à un ou plusieurs aspects qui sont évoqués au sein des scénarios. C'est ce qui se passe cette année. C'est pour ça que je dis que je suis assez content, parce que ça signifie que la Red Team aujourd'hui, elle a fait son travail, et ce travail n'est pas uniquement un travail de prospective en 2060, mais concerne bien l'innovation de défense et les études que nous pouvons lancer dès aujourd'hui, puisque c'est le cas. Excusez-moi, tout à l'heure, vous avez évoqué le nom de la Red Team qui faisait référence donc à une expérience américaine. Est-ce que par rapport justement à ce retour d'expérience américain, sur des choses qui auraient pu être anticipées, enfin, ou sur des moments qui ont donné lieu à des choses qui étaient prévues par cette Red Team. Est-ce qu'il y a un retour efficace? Enfin, comment vous l'évaluez? Bien évidemment, je conçois qu'aujourd'hui, on voit les choses un peu différemment, de manière un petit peu plus moderne. Mais à l'époque, par rapport à ça, est-ce qu'il y a des choses finalement qui ont été efficaces? Il y aura pas mal de choses à dire sur l'expérience américaine, les expériences américaines, à la fois sur cette expérience Red Team qui n'avait rien à voir avec la science-fiction. Hein. Donc il s'agissait bien d'avoir simplement à l'intérieur du Pentagone une cellule qui identifiait les tactiques qu'aurait pu employer l'URSS, enfin pendant la guerre froide, pour pouvoir stimuler les tacticiens du Pentagone. Donc là, j'imagine qu'il y a un retour d'expérience, mais je ne le connais pas précisément. On me demande aussi assez souvent si on est les seuls à avoir eu cette idée, et la réponse est non, puisque les Américains, effectivement, ont fait appel à des auteurs de science-fiction à la fois à l'occasion des attentats du 11 septembre, et puis également dans leur histoire. Isaac Asimov était consultant, d'ailleurs, du Pentagone. Donc nous avons plusieurs exemples. L'inspiration de la Red Team, elle ne vient pas de là. Il se trouve qu'on a eu cette idée, qu'on a déclenché cette expérimentation, après coup nous avons réalisé qu'il y avait eu un certain nombre de travaux qui avaient été conduits par les États-Unis. Néanmoins, la manière dont nous conduisons l'expérimentation de la Red Team aujourd'hui, elle est assez unique. Elle ne se nourrit pas du retour d'expérience de ces différents travaux, et en particulier parce qu'on considère que c'est une équipe
Ce qui n'est pas quelque chose de naturel pour un artiste, pour un auteur, pour un dessinateur, de les faire travailler en équipe sous l'impulsion d'un opérateur. Vous savez que c'est Paris Sciences et Lettres qui apporte la méthodologie à la Red Team. En cela, cette expérimentation se démarque de ce qui a été fait aux États-Unis. Madame Pouziaf. Oui, merci. Pour moi, c'est un premier contact avec vos travaux, les travaux de la Red Team. Donc, c'est pour poursuivre l'hyperbole un peu plus loin, c'est-à-dire que, bon, il y a peut-être deux courants d'anticipation, ceux qui voient une globalisation avec des superpuissances et qui est peut-être un peu moins complexe d'ailleurs à envisager en termes de réponse, avec des superpuissances qui effectivement s'affrontent, et puis ou scénario 1984, et puis il y a les scénarios Mad Max où on a un émiettement total des sociétés avec raréfaction des ressources. Alors que les gens soient dans leur bulle technologique ou pas, hein, puisque vous aviez dit qu'effectivement vous avez envisagé ce scénario, mais si on arrive à un tel degré d'émiettement et de dilution des États, en fait, et des nations, qu'est-ce que... et si on pousse l'hyperbole plus loin, est-ce qu'il y a encore une réponse envisageable à un scénario d'émiettement total au niveau mondial? Alors, je ne suis pas prospectiviste et je ne suis pas spécialiste en géostratégie, donc bien évidemment je ne saurais pas répondre directement à votre question. Vous avez raison sur le fait que, bon, globalement, oui, on se dit, est-ce que la guerre future, c'est l'affrontement des superpuissances, ou bien est-ce qu'on est dans une société complètement imitée? Mais il y a tout ce qui est entre les deux. On peut imaginer la privatisation de certains États. On peut imaginer des acteurs non étatiques qui cohabitent avec d'autres sociétés. Et c'est justement ça notre but. Notre but, c'est pas en tout cas, le but de Red Team, c'est pas de répondre à la question, c'est de provoquer la question. Et donc, en particulier, on a souhaité qu'au sein de cette Red Team, on ait tous les courants possibles. Vous savez que la science-fiction, c'est pas juste le space opéra. Vous avez la dystopie, vous avez l'uchronie, vous avez l'utopie, vous avez la hard science. Enfin, donc il y a un certain nombre de courants. Ces courants sont représentés, pas tous, puisqu'on est limité en termes d'auteurs, mais des sensibilités différentes ont été choisies justement pour nous permettre de pouvoir avoir un balancier qui va d'un côté à un autre, mais qui peut aussi s'arrêter au milieu, et que tout le monde puisse contribuer à cette vision qui généralement n'est pas utopique, hein, je vous le cacherai pas, de la société future. Et encore une fois, c'est bien là toute la richesse de cette approche. On ne demande pas à nos auteurs d'inventer le sabre laser. Ça n'a pas de sens. On leur demande d'inventer la manière dont une menace pourrait être générée en faisant un saut dans le futur lointain. Et donc ça nous permet de se dire, est-ce qu'on a des nouvelles conflictualités? Est-ce qu'on est vraiment dans le cadre des guerres hybrides dont on parle aujourd'hui? Est-ce qu'au contraire, on a un monde sans guerre? Pourquoi quoi? Mais qu'est-ce que ça veut dire pour les armées? Voilà, donc on leur laisse cette liberté-là, mais on veille à ce que les différents courants se situant entre les deux que vous avez mentionnés soient représentés et soient actifs. Merci, Monsieur le Président. Donc, en début d'après-midi, on avait effectivement la probabilité de chaque menace. Et une question qui vient en tête concernant la Red Team, c'est d'une part, est-ce que vous avez l'ambition d'évaluer l'ensemble des menaces? Je pense que non, mais est-ce qu'à minima, vous vous attachez à envisager les cas les plus probables? Et si je pose cette question, c'est que j'ai eu il y a quelques années la chance d'échanger avec le directeur de la DARPA aux États-Unis, et je vais poser la question similaire en disant, je suppose que quand même vous financez les projets qui ont le plus de chances d'aboutir. Il m'a dit, au contraire, on s'attache, nous, à financer les projets qui ont le moins de chances d'aboutir, qui sont les plus disruptifs. Donc, même question pour la Red Team. Et malgré tout, est-ce que dans l'analyse de vos scénarios, vous retrouvez finalement des conclusions communes en termes de méthode? Est-ce que finalement vous arrivez à en tirer quelque chose presque de systémique sur la manière dont on doit travailler pour faire face à l'inconnu et à l'imprévu? Je vais vous décevoir, ça va être difficile de répondre à une question dans la mesure où finalement la première saison de la Red Team vient de s'achever.
Donc j'ai pas de recul suffisant pour dire est-ce que on en tire des généralités, est-ce qu'effectivement d'un point de vue systémique on peut en tirer des conclusions. C'est vraiment le but de cette expérimentation. C'est pour ça qu'il y aura une saison 2 et une saison 3 de la RETIM, et à partir de ce moment-là on fera un retour d'expérience et on saura si il est nécessaire ou pas d'adapter, est-ce qu'on en tire les conclusions au bon niveau. Sur la DARPA, vous avez tout à fait raison, hein. J'ai rencontré aussi le directeur qui me disait, voilà, il y a un critère qui est le DARPA hard, c'est-à-dire qu'on ne va pas financer des projets qui n'ont pas 80% de chances d'échouer. Bon, vis-à-vis de la représentation nationale et du budget d'1 milliard d'euros que la ministre a voulu sur l'innovation, je vais éviter de financer que des projets qui ont 80% de chances d'échouer. Mais vous voyez justement que dans cette approche-là, on s'est dit, on n'est pas là pour faire comme avant avec plus d'argent, et que justement, comme la loi de programmation militaire nous le permet aujourd'hui, on va expérimenter des choses qui peut-être ne sont pas les bonnes, peut-être que c'est pas la bonne manière de faire. Je ne pense pas aujourd'hui parce que j'en ai vu les premières retombées, mais peut-être que la RETIM aujourd'hui, dans 2 ans, pardon, on va décider que c'était pas à la hauteur de ce qu'on attendait. Très franchement, je ne le pense pas, mais c'est bien le but de faire une expérimentation et de trouver et de défricher de nouveaux terrains. En ce sens, c'est un nouveau mode de soutien à l'innovation qui est rendu possible par cette nouvelle dynamique de l'innovation de défense voulue par la ministre. Si vous me permettez, pour revenir là-dessus, en fait, la question, est-ce que la RETIM a une durée de vie limitée? Première question. Est-ce que les personnes qualifiées ou les auteurs qui y participent se sont engagés à y rester un certain nombre de temps? Et finalement, est-ce que vous avez des objectifs précis que vous devez atteindre, ou justement, comme on est sur 2030-2060, c'est un petit peu compliqué à déterminer? Alors on se donne toute la liberté de changer les auteurs de saison en saison. Ce qu'on a avec les auteurs, c'est leur accord pour participer à cette RETIM. Quand on a lancé la RETIM, on a fait un appel à candidature pour essayer de recruter les différents auteurs. On a reçu 1200 réponses. Sur ces 1200 réponses, il y en avait 600 qui étaient exploitables, parce qu'il y avait 600 qui ne correspondaient pas du tout aux critères qu'on recherchait. Déjà, 600 exploitables, c'est beaucoup. C'est beaucoup, ouais. Et donc, on a un vivier, on a un réservoir, si je puis me permettre, d'experts, d'auteurs, de dessinateurs, de scénaristes que l'on peut mobiliser pour la RETIM. Alors, on se donnera peut-être, j'en sais rien du tout, hein, c'est pas moi qui suis le chef de projet, donc on verra en fonction des résultats et de l'évolution s'il y a des ajustements à faire sur la RETIM en termes de participation, de la nature, du nombre des courants des différents auteurs que l'on veut faire participer, mais on a cette possibilité-là. Donc la RETIM, c'est une expérimentation limitée. On lance la saison 2, on lancera la saison 3, et puis ensuite on va se poser et on va voir si... qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on prolonge l'expérimentation ? Est-ce qu'on ajuste et on déclenche une nouvelle expérimentation ? Est-ce qu'on embauche des auteurs de science-fiction dans le ministère des Armées ? Je n'en sais rien. Et c'est bien tout c'est vraiment une preuve de concept qu'on essaie de faire aujourd'hui pour savoir si ce nouveau type de prospective est apte ou non à nous aider et qu'est-ce qu'il nous permet véritablement de réaliser. Donc je ne sais pas encore vous répondre. Mais aujourd'hui, on a cette flexibilité qui nous permet, le cas échéant, de tester différentes variantes de l'approche que nous avons pour l'instant adoptée. Ouais, donc, juste une question par rapport aux scénarios qui sont proposés donc, par les différents auteurs. Ils s'occupent peut-être du pire, hein, ou peut-être de la vision d'ensemble, mais qui c'est qui propose les solutions de réponse? Ils les proposent également ou... Ah non, on ne les propose pas. Je vous dis, la RETIM a pour vocation de défier aujourd'hui. Et donc, c'est cette Blue Team que nous avons et qui est chargée j'allais dire, à la riposte, et de discuter justement avec les architectes de l'ADGA qui préparent l'horizon capacitaire, avec l'état-major des armées, les différents contrats opérationnels, pour voir quelles sont les solutions, le cas échéant, que l'on peut imaginer pour éviter d'être pris à partie par cette surprise stratégique. Il y a un document qui est en diffusion restreinte pour l'instant, donc je vous le montre simplement, qui est une instruction d'innovation RETIM Défense, qui ancre cette démarche
au sein du ministère des Armées. C'est-à-dire que cette instruction sera signée par le délégué général pour l'armement, le chef d'état-major des armées et la directrice de la DGRIS. Le but étant que dans la comitologie et la prospective et les processus de prospective du ministère, l'approche Red Team soit très finement détaillée et qu'on sache quels sont les points de rencontre qui permettront donc justement de pouvoir ancrer cette prospective dans le processus du ministère. Merci Monsieur le Président. Une question peut-être qui pourrait davantage se poser à la Blue Team, mais qui m'intéresse parce que dans le cadre de notre mission, parce que la question que je me pose, c'est est-ce que le fait d'imaginer les pires scénarios nous aide à faire face à des scénarios de plus basse intensité, j'allais dire. Et donc concernant la Red Team, est-ce que le fait d'étudier des scénarios un peu paroxystiques peut constituer une aide à faire face à des scénarios plus faibles? Si je prends par exemple un exemple, chronique d'une mort culturelle annoncée, on voit que les gens sont dans des safe sphères, sont totalement immergés dans des bulles informationnelles. Aujourd'hui, plus on avance, moins on en est loin, parce qu'au quotidien, on a accès à des dizaines d'informations. Quand quelque chose se passe, on a tous les notifications en même temps. Donc, en gros, j'ai presque envie de vous poser la question, est-ce que ce scénario peut aider la commission Bronner? Je l'espère. Je l'espère, je le souhaite, de la même manière qu'on aborde le sujet des fake news, qu'on aborde le sujet de la désinformation, d'une manière qui, je le pense, permet d'incarner mieux la menace, ou de voir si cette menace est plus globale que celle qu'on avait déjà anticipée. Donc oui, il y a beaucoup de gens qui travaillent aujourd'hui sur effectivement les distorsions de la réalité, dans les deux sens d'ailleurs, parce là on a imaginé un monde où chacun a sa propre vérité, imaginez un monde où plus personne ne pourrait avoir de secret. Ça pourrait être intéressant aussi. Et donc, tout ceci nous aide aujourd'hui d'abord à incarner et à faire toucher du doigt la réalité de cette menace qui peut devenir très rapidement prégnante, mais également aider ceux qui aujourd'hui sont en charge de la riposte, si j'ose dire, à pouvoir imaginer des ajustements des projets, de l'accélération de certains, par exemple, ou d'abandonner certaines voies, justement pour éviter qu'on se retrouve dans des situations comme celles qui sont décrites. Donc je le souhaite vraiment. C'est en tout cas l'intérêt de cette expérimentation. Donc en fait, vous avez été installé il y a peu de temps finalement. Pour autant, vous l'avez été avant la pandémie. Est-ce que c'était quelque chose qui était dans les tuyaux pour vous ou pas ? Je vous avoue que enfin, c'était dans les tuyaux. Tout le monde a parlé du signe noir, tout le monde a parlé de la pandémie. Effectivement, la Red Team a été complètement décorrélée de cet aspect crise sanitaire, crise pandémique. Pour autant, ça fait quand même longtemps que les armées réfléchissent aux différentes menaces, notamment dans le domaine de la santé, qui peuvent venir. Les armées ainsi que d'autres organismes. Je rappelle que le secrétariat général pour la défense et la sécurité nationale, il y a quelques années, avait publié un document qui s'appelait Choc Futur, dans lequel cette crise était assez fidèlement évoquée, bien avant. Donc évidemment, on s'est nourri de tout cela. La force du ministère des Armées, c'est de pouvoir très rapidement se réorganiser, faire des démarches agiles, faire des preuves de concept et fonctionner en mode mission. Je pense que l'agence l'a montré lors de l'appel à projet que nous avons réalisé pendant la première vague, qu'on continue à le montrer, et puis en même temps on essaye d'enrichir cette approche-là avec des approches plus prospectives, plus long terme. Je rappelle que le slogan de l'agence, c'est imaginer au-delà, donc le plus vite possible, et innover toujours, c'est dans notre vie quotidienne également. Donc ça n'était pas forcément directement dans notre feuille de route, en tout cas dans l'agence de l'innovation de défense, mais c'est certainement dans le contexte qui nous a permis de nourrir notre réflexion sur les priorités, et notamment les priorités qui ont été présentées au sein du document de référence d'orientation de l'innovation de défense. Et dans la politique, évidemment, de programmation sous-jacente en termes de budget et de financement des projets prioritaires. On se fixe jusqu'à 17h30, c'est ça, je crois, 1 heure. Alors, moi, j'avais 2 ou 3 dernières questions maximum. Il me semble qu'une des vertus de la Red Team aussi, c'est finalement de nous donner du temps, tout en étant en situation tranquille, pour imaginer les réponses qu'on peut apporter face à une menace extrêmement grave. Parce qu'on l'a bien vu avec la crise sanitaire, j'entends même politiquement,
Quand la menace apparaît, il y a toujours un temps de sidération et il faut une certaine maturité pour, à chaque fois, imaginer la réponse qui va bien. Et donc, je pense que c'est assez vertueux, quand on est bien installé tranquillement, d'imaginer le pire qui peut arriver pour diminuer le plus possible ce temps de sidération et gagner en maturité pour être prêt au cas où. Alors, ma question, vous l'avez dit, la Red Team interpelle, il y a beaucoup de candidats, que ce soit pour en faire partie ou autre. Et je me posais la question, finalement, à l'échelle du ministère des Armées, si ça peut contribuer au rayonnement et à l'attractivité du ministère des Armées, et même, j'allais dire, au sens que chaque soldat donne dans sa mission. Parce que les soldats, quand on s'engage au ministère des Armées, j'allais dire, c'est pas uniquement pour le quotidien, c'est pour être prêt au service de son pays dans les cas les plus compliqués. Et donc, à votre avis, comment contribue la Red Team à cette attractivité du ministère des Armées ? Alors, je suis absolument convaincu que ça peut contribuer à cette attractivité. On essaie de le faire d'ailleurs. Et j'en profite pour dire qu'on organise entre le 25 et le 27 novembre prochain, je touche du bois, en présentiel, le Forum Innovation Défense. Dans ce Forum Innovation Défense, la Red Team ira au contact des innovateurs, au contact des soldats, au contact de toutes les forces et au contact du grand public également. Et si l'on en croit les différentes sollicitations qu'on a pu avoir, notamment par les médias, je pense qu'effectivement, c'est assez original pour le ministère des Armées de sortir de ces médias habituels, de passer dans Paris Match, de passer dans Sciences et Vie Junior. Et justement, c'est un média qui est privilégié pour permettre à la fois de communiquer vis-à-vis des opérationnels, mais aussi communiquer vis-à-vis de tous ceux qui pourraient être amenés à travailler pour ou au profit du ministère. Et nous avons également eu un certain nombre de sollicitations d'autres ministères qui sont intéressés par cette approche-là. Je pense par exemple à la transition écologique, puisque cette approche Red Team, elle peut être généralisée dans un grand nombre de domaines. Je pense à l'éducation, je pense évidemment à la recherche, l'économie également. Et donc, oui, je suis absolument convaincu que ce savoir-faire de la Red Team est indissociable d'un faire-savoir qui est de pouvoir faire partager cette approche-là. Et c'est d'ailleurs la raison des scénarios grand public qui ont été développés, qui pourront faire l'objet, puisqu'ils ne sont plus classifiés d'ailleurs, et que nous avons fait un contrat de partenariat avec les auteurs d'adaptation sous forme de livres, de films, de bandes dessinées, de scénarios, etc., de telle manière à pouvoir rayonner de la manière la plus large possible. Je crois que vous nous avez coupé l'herbe sous le pied parce qu'on voulait justement poser la question de la manière dont la démarche peut être dupliquée dans d'autres ministères, en rappelant par exemple de ce qui a été fait avec les missions d'innovation participative qui partent du ministère des Armées, qui sont répliquées, et en s'appuyant sur les hauts fonctionnaires défense et de sécurité qui pourraient peut-être promouvoir cette culture. Mais vous y avez bien répondu, et y compris je trouve dans des ministères comme le ministère de l'Agriculture, penser le pire, penser par exemple une pandémie qui pourrait concerner des animaux, qui pourrait concerner également des oiseaux et donc qui pourrait propager des virus, et qu'est-ce que ça provoque. Je pense que ça serait assez vertueux sans non plus tomber dans le catastrophisme, bien sûr. Alors, une question peut-être la dernière pour moi de manière plus générale. Vous êtes un observateur avisé à la fois des innovations technologiques, de la manière dont fonctionne notre société, de la cybersécurité et de la défense nationale, bien entendu. J'aurais presque envie de demander, à titre personnel, quelles sont vos préoccupations les plus importantes en termes de résilience nationale et quels seraient, selon vous, les leviers qu'on doit actionner pour renforcer cette résilience nationale? Question très large. Oui, ça c'est une question compliquée quand même, hein. Déjà, simplement pour rebondir sur ce que vous veniez de dire vis-à-vis des autres ministères, sachez que nous collaborons déjà avec l'Agence d'innovation pour les transports, qui a été créée au sein du ministère des Transports, et nous avons d'ailleurs fait un premier appel à proposition conjoint, et évidemment cette approche de prospective Red Team, là aussi, peut bénéficier et peut faire l'objet de réflexions conjointes, de la même manière que nous avons vu les préfigurateurs d'autres agences d'innovation. Je pense notamment à tout ce qui est dans le domaine de la santé.
Donc la question est complexe. D'abord, en tant qu'observateur, moi, il y a quand même un sujet qui fera d'ailleurs l'objet des trophées de l'innovation cette année, qui est dans le cadre des nouvelles conflictualités que l'on peut voir apparaître, c'est les champs immatériels. Je pense que c'est quand même un axe d'effort que l'on voit, qui est matérialisé effectivement dans ce scénario chronique d'une mort culturelle annoncée, mais qui est extrêmement inquiétant, notamment dans la mesure où les nouvelles technologies d'intelligence artificielle permettent de pratiquement tout montrer, et montrer un réel qui n'existe pas. Et donc, tout ce qui est manipulation de l'information, alors j'entends bien, lutte contre la manipulation de l'information, d'où qu'elle vienne, doit être une priorité, parce que je pense que c'est un risque démocratique majeur, et c'est un risque pour notre résilience. Et là encore, on a dit tout à l'heure, qu'est-ce qui se passe quand vous n'avez plus aucun secret? Qu'est-ce qui se passe aussi quand vous ne pouvez plus rien croire? Et donc là, c'est assez... Enfin, vous me parliez en tant qu'observateur, cette fois-ci, d'un point de vue personnel. Je pense que je suis moins inquiet d'une guerre future hypersonique dont on sait qu'elle peut se produire, c'est vrai, et le chef d'état-major des armées a raison quand il dit qu'il faut se préparer à des guerres hybrides et aussi à des conflits de haute intensité. Mais dans guerre hybride, il y a aussi ce champ immatériel qui, pour moi, constitue une préoccupation majeure. Fort heureusement d'ailleurs, nous sommes en train d'essayer de trouver, de collaborer avec tous les ministères pour trouver des solutions, notamment avec le SGDSN. Bon. Ensuite, maintenant, il y a des sujets qui sont des sujets extrêmement prégnants, et je pense en particulier à l'énergie. L'énergie fait partie des préoccupations du ministère. Il y a une feuille de route énergétique. On voit bien la situation géopolitique actuelle et les ressources qui existent. C'est bien évidemment un sujet qui nous intéresse au premier chef et sur lequel nous devons intervenir, donc sur la résilience énergétique, sur la transition environnementale et sans doute au niveau pas uniquement français mais sans doute européen également. Alors ce type d'approche pourra être généralisé, mais il y a également tout ce qu'on fait par ailleurs et tous les projets que nous sommes en train de lancer et vos collègues m'ont déjà auditionné dans le cadre effectivement de cette feuille de route énergie. Donc voilà à peu près voilà une réponse très certainement extrêmement partielle. C'est le but du droïde, hein, c'est véritablement ce travail qu'on fait tous les ans de se dire qu'est-ce qui est le plus urgent. En 2019, le plus urgent, ou en tout cas ce qui a été annoncé comme thématique majeure, en plus des thématiques déjà connues pour le ministère, c'était l'espace, c'était la cybersécurité, c'était l'intelligence artificielle. Le droïde de 2020 a permis d'ajouter un certain nombre de thématiques, et je dis bien d'ajouter, c'est toute la difficulté de l'exercice, c'est que c'est pas une cible mouvante, mais c'est bien un enrichissement des thématiques déjà présentes, que sont par exemple le domaine du quantique et des capteurs quantiques, le domaine de l'hypervélocité, celui de l'énergie, les armes à énergie dirigée et la lutte anti-drone, qui sont des préoccupations majeures. Et donc voilà, c'est ça notre métier, c'est d'arriver à anticiper à court, moyen, long terme, avec des approches qui sont toutes complémentaires, avec la prospective traditionnelle, avec des études, avec de la recherche, avec de l'innovation qui vient du monde du civil, pour nous permettre de réagir le plus rapidement possible en fonction des priorités qu'on aura identifiées. Alors, je veux bien une dernière question, parce que ça m'amène à là. On voit bien qu'on revient un peu à l'approche clausewitzienne de l'affrontement des volontés, sur le fait de contraindre l'adversaire à exécuter notre volonté. Ça se faisait dans le temps avec des contraintes cinétiques. Ça peut toujours le faire, mais effectivement, ça sera à minima couplé aujourd'hui avec des menaces sur le champ informationnel, et notamment dans les démocraties, parce que finalement, je prends un peu de recul, on a beaucoup... travailler sur le volet cyber comme capacité à pirater des machines. Mais finalement, aujourd'hui, le champ informationnel, c'est la capacité à pirater les cerveaux, finalement, de chaque composant de la démocratie. Et donc, on doit s'y préparer. Et la ministre des Armées va bientôt présenter la stratégie de lutte informationnelle du ministère. Donc, effectivement, c'est absolument majeur. Et j'en venais à une dernière question. On parlait des différents ministères. On n'a pas cité le ministère de l'Éducation nationale. Et donc, finalement, peut-être question, ou alors peut-être vous l'avez cité, mais dernière question peut-être un peu plus large, qui concerne finalement à comment se fortifier tous ensemble, un peu selon l'approche Thucydide, la force de la cité ne repose pas tant dans la taille de ses remparts, mais dans le caractère de ses citoyens. Comment la Red Team, finalement,
nous éclaire sur les voies et moyens pour fortifier les caractères de nos concitoyens. J'ai 3 heures. Non, sur cette question, effectivement, l'éducation est importante. C'est justement parce que l'éducation est importante qu'il faut avoir des médias qui nous permettent de nous adresser à un large public. Et sur cet aspect Red Team, bien c'est via les scénarios, les bandes dessinées, la présence d'animation que nous pourrons contribuer à éclairer les générations futures. Moi, je dis souvent que le futur pilote le futur pacha du porte-avions ou le pilote du système de combat aérien du futur, il est à l'école aujourd'hui. Je parlais de sciences et vie junior tout à l'heure, c'est pas pour rien. C'est parce que je pense que c'est important, effectivement, de sensibiliser la jeunesse aux véritables enjeux de défense. Et pour cela, l'innovation et les approches innovantes font partie des outils que l'on peut activer. Et il y en a d'autres. Et donc, vous me permettrez, sur votre dernière question, de finir sur une forme de teaser. Lors du Forum Innovation Défense, nous annoncerons un nouveau moyen que nous avons imaginé de nous adresser à la jeunesse, pour permettre de pouvoir justement les sensibiliser à ce genre de choses-là. J'ajouterai aussi que nous avons un certain nombre de partenariats au sein de l'agence, notamment un partenariat avec les jeunes IHEDN qui constitue un réseau qui nous permet de démultiplier notre action vis-à-vis de ces sujets-là. Ce sont des gens qui sont bénévoles, mais qui sont extrêmement investis. Et donc, ça fait partie de notre stratégie. La jeunesse est au cœur des priorités de l'agence. Notre audition. Honnêtement, c'est parfait. On a envie, rappelez-nous les dates quand même. 25-27 novembre à l'espace Champéret à Paris, ou de l'autre côté du périphérique, donc je ne sais pas si c'est Paris, mais bon, voilà, à l'espace Champéret, et une centaine de projets présentés, une cinquantaine de tables rondes, keynote, avec des choses un peu surprenantes. Je fais bien le suspense. Merci, Monsieur le Président. En plus, tu vas finir la commission de la Défense. Très bon, merci beaucoup. Merci beaucoup. On a fait le tour. Très bien. En tout cas, publiquement. Merci à vous. Merci.